Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, suivant quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Donc, petite vidéo, vous avez vu l'intitulé, questions-réponses. J'ai récolté pas mal de questions, donc soit sur les commentaires que vous me faites suite aux des vidéos, soit dans des mails que vous m'envoyez. Voilà. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, de me les mettre plutôt sous les liens de la vidéo. J'essaie d'y répondre directement et puis en même temps, je vais en faire aussi des vidéos parce que ça me permet de développer un peu plus que d'écrire tous les éléments. Voilà. Donc, première question, une question de Simone. Bonjour. Alors, je n'arrive pas à visualiser les choses. Et la respiration, j'ai commencé à en faire depuis 6 mois. Ouais. Donc en fait, là, le problème, a priori, c'est la visualisation. Alors quand on parle de visualisation, c'est pas voir avec les yeux, puisqu'on a les yeux fermés. C'est voir ce qu'on pourrait dire avec le cerveau. C'est voir avec l'imaginaire. C'est un petit peu la même façon de voir que dans les rêves. Alors, attendez, hop, on va faire un petit truc quand même. Comme ça, je vous verrai mieux. Voilà, comme ça, on se voit mieux. Oui, donc la visualisation, c'est une visualisation intérieure. Donc c'est pas la visualisation que l'on a l'habitude de voir avec les yeux, ça va pas marcher. Et en plus, si vous cherchez à visualiser avec les yeux, vous allez automatiquement projeter votre visualisation devant. Hein, les yeux sont devant, on regarde ce qu'il y a devant, donc on se projette devant. Là, il va falloir chercher une visualisation intérieure. Donc le fait d'avoir cette visualisation intérieure, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'avoir cette sensation derrière. C'est-à-dire, par exemple, quand on va visualiser l'axe, la colonne vertébrale, il faut la visualiser, c'est dans le dos, l'axe du corps énergétique. Voilà. Donc ça, c'est la première chose au niveau de la visualisation. Donc bien faire la différence entre la visualisation oculaire, la vision oculaire et la vision intérieure, qui s'apparente plus, comme je viens de dire, à une vision de rêve, à une vision imaginaire. Voilà, c'est le cerveau, la vision du cerveau, si on pourrait dire, on peut dire comme ça. Autre élément, souvent, donc pour arriver à saisir ce qu'est cette visualisation, je crois que l'on avait déjà fait l'exercice dans une vidéo. On va le faire ensemble cet exercice. Bon, vous verrez si vous y arrivez. Donc vous allez fermer les yeux. Donc allez-y, fermez les yeux. Et là, vous allez vous visualiser chez vous. Voilà. Oui, ça, vous n'allez pas vous visualiser, vous allez simplement essayer de me dire, donc fermez les yeux, et essayez simplement de me dire combien il y a de fenêtres, enfin de me dire, on va essayer de compter, pardon, combien il y a de fenêtres chez vous. Et là, voilà, quand vous faites cet exercice, quand vous cherchez les fenêtres qu'il y a chez vous, c'est ça la vision intérieure. Voilà, vous allez projeter donc. Vous calculez, mais derrière ce calcul, derrière cette intellectualisation, il y a une vision qui est présente. C'est ça la vision intérieure. Alors, difficile de le faire passer en vidéo, mais c'est un petit peu ça qu'on recherche. La deuxième chose, quand on parle de visualisation, c'est un peu raccourci, mais la visualisation doit toujours être associée à une sensation tactile, à un toucher. Donc souvent le toucher, c'est un frottement, l'inspire qui monte dans la colonne, l'expire qui descend, on sent ce frottement qui va et vient, ou expansion, rétraction à la base, dans un centre d'énergie. Voilà, c'est ça que l'on recherche. Alors, c'est pas facile à avoir, il faut du temps pour voir ce toucher. Le toucher, vous pouvez essayer de le trouver. Donc, si vous avez du mal à sentir derrière, par exemple, ça c'est une petite pratique qu'on utilise, c'est mettre un chauffage, utiliser un chauffage électrique, ou enfin peu importe, quelque chose qui chauffe, vous mettre un petit peu le dos vers ce chauffage et vous allez voir automatiquement que votre concentration, tout va se mettre plutôt dans le dos, derrière. Voilà. Donc ça c'est un petit peu une manière aussi de travailler l'intériorisation et la visualisation derrière. Pour arriver à saisir le toucher, il y a un petit exercice qui peut vous mettre sur la voie. On va le faire là aussi rapidement. Donc fermez les yeux. Et puis vous allez imaginer un citron. Donc vous voyez le citron. Vous voyez un citron jaune ou un citron vert, suivant ce que vous aimez. Et puis vous allez couper, vous voyez que vous coupez ce citron. Et vous allez presser le citron sur votre langue.
Voilà, sentez que vous pressez ce citron sur la langue. Et là, si vous faites bien attention, vous allez voir que le goût du citron va revenir. Ouais, il y a une sorte de... Vous allez avoir déjà une salivation qui va se mettre en place, et puis un petit peu ce goût qui va arriver. Voilà, donc quand on parle de toucher, c'est ça. Donc là, on va dériver sur le goût, mais c'est ces sensations intérieures. Donc c'est les sens, c'est tous les sens qui doivent se manifester, et par le biais du toucher. Voilà. Donc voilà, tout ça c'était pour répondre à Simone sur la manière de visualiser. Deuxième question de Stéphanie. Alors, ce qui me pose le plus de problèmes, j'ai du mal depuis toujours à compter aussi lentement que toi et je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression d'être très mal positionné, donc ça c'est une deuxième question. Donc première question, j'ai du mal depuis toujours à compter aussi lentement que toi et je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, il y a le lièvre et la tortue. Donc moi, je suis peut-être plutôt tortue, toi, tu es plutôt lièvre. Non, voilà, simplement que quand on compte, si vous faites 1, 2, 3, 4, 5, quand on le compte, là, j'imagine, hein, c'est pour le souffle, l'inspiration, l'expiration, les rétentions, tout ça. Si vous comptez juste 1, 2, 3, 4, vous allez rapidement vous retrouver sur le rythme de la seconde, voire un peu plus rapide. Et ce que l'on essaye de trouver, c'est le rythme du matra. Donc le matra, c'est le temps qu'il faut pour faire le tour du genou et claquer dans les doigts. 1, 2. Ou alors, deuxième manière de voir le matra, c'est entre chaque compte, de claquer 3 fois des doigts. 1, 2, 3. Ça swing plus. Hein. Mais voilà, c'est... Ce qu'il faut arriver, donc, c'est à trouver à un moment donné cet espace aussi à l'intérieur. Et dans cet espace intérieur, quelque chose qui tourne. Voilà, il y a ce mouvement qui est là. Donc, vous n'allez pas faire ça ou jouer à ça quand vous allez faire les comptes. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le son OM à la place de 1, 2, 3, 4. Vous pouvez faire par exemple 1 OM, 2 OM, 3 OM. Ça va vous permettre de rallonger, votre compte. Ce que vous pouvez faire aussi au niveau des comptes, là je vous ferai une vidéo un peu plus spécifique plus tard juste sur la manière de compter. Vous pouvez aussi utiliser compter ce qu'on appelle en rafale. Donc comment dire, vous n'allez pas utiliser de chiffres, mais juste mentalement vous allez faire par exemple 3 fois Om. Om, Om, Om. Je n'ai pas compté, mais je sais que j'en ai fait 3. Voilà ce que j'appelle, moi, compter par rafale. Et après, quand on a l'habitude, on peut jusqu'à faire 10, 15, 20 ohms. On sait qu'on en a fait 20. Alors, on en a loupé un ou deux, peu importe, on en rajoute un. Ce n'est pas ça qui est important, c'est d'à peu près ce rythme-là. Voilà. Donc, pour arriver à un compte lent, vous pouvez utiliser le son ohm entre chaque chiffre. 1 ohm, 2 ohm, mentalement. C'est ce qui va vous permettre d'allonger. Donc, première question de Stéphanie. Deuxième question. J'ai l'impression d'être très mal positionnée et toute tordue dans certaines pratiques, comme les triangles par exemple, et je ne sais pas comment faire pour me corriger. Et sentir que ce que je fais n'est pas juste m'empêche de me mettre pleinement dans la pratique. Alors, le fait d'être tordu, je suis désolé Stéphanie, mais c'est peut-être un peu ton état naturel d'être tordu. C'est l'état naturel de tout le monde. On a tous un côté, voilà, c'est jamais parfait au niveau des pratiques. On a tous un côté qui est fait plus souple que l'autre. Voilà, de temps en temps, on sent que c'est pas bien. Ce qu'il faut arriver à saisir, alors ça je l'explique en général dans les pratiques, dans les positions, c'est le point important de la technique. Donc par exemple dans les triangles, ce qui va être important, c'est de sentir qu'on tourne et qu'on pousse avec la base. C'est la limite des vidéos, je sais, c'est là où justement on ne peut pas je ne peux pas vous corriger, peut-être que plus tard on fera zoom, mais encore, je ne sais même pas, des fois il vaut mieux prendre et toucher la personne, ça va plus vite pour arriver à corriger. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment important? Tu vois, j'ai pas l'impression que voilà. Ouais, tu es tordu, ce qui est important c'est le souffle. Quel souffle tu vas mettre dedans? Comment tu vas gérer ton souffle? Ça, c'est
presque plus ça qui est important. Après, il y a des points clés, oui, mais il n'y a personne pour te corriger, c'est pas grave. Voilà, ne te bloque pas par rapport à ça. Simplement, reste dans ton souffle. Voilà, quel souffle je peux mettre, c'est ça qui est important, c'est ça qui va te donner l'intériorité. Et c'est ça qui va faire après que la pratique parle, voilà, se mette en place. C'est vrai que j'insiste souvent, donc, pour ceux qui ont fait des cours avec moi, sur le placement un petit peu de la position, pour vraiment sentir comment ça part. C'est normal, c'est le rôle de l'enseignant, hein, d'être un petit peu perfectionniste sur certains points pour ressentir. Mais après, dans votre pratique personnelle ou quand vous êtes en vidéo, quand vous suivez des cours par vidéo, c'est pas grave, vous êtes un petit peu tordu. Le plus important, c'est les tenues, l'anus, la langue, le sourire, tous ces trucs-là, et la respiration. Voilà. C'est ça qui va tout faire dans la pratique. Juste le fait de s'y mettre, il y a quelque chose qui viendra. Voilà, donc ne te prends pas la tête avec ces pratiques, ça se fera tout seul. Voilà, donc si on est un peu tordu, c'est normal. Si on a un côté qui est plus facile que l'autre, c'est normal aussi. Voilà. Ensuite, question de Coralie. Je pratique depuis 3 ans le yoga dynamique et vinyasa avec posture inversée. Je suis enceinte de 3 mois et je dois donc me calmer un petit peu et faire attention à mes postures, notamment aux torsions. Dans la mesure où je ne suis pas en présence de mes profs, dans cet état de confinement, je me tourne peu à peu vers le hatha qui est plus doux, car même si je me sens bien en pleine forme et que mon ventre n'est pas formé, j'aurais tendance à pratiquer comme à mon habitude. Alors, là il y a 2 éléments. Premier élément, yoga dynamique, vinyasa, hatha yoga plus doux. Là, je vais vous répondre, je vais être clair. Il y a un yoga qui est gémique. Voilà, donc dynamique, vinyasa, je ne connais pas. A priori, d'après ce que j'ai pu en voir, ça ressemble beaucoup plus à de la gymnastique. C'est très bien, hein, mais ça ne rentre pas dans le cadre du yoga, de l'intériorisation que l'on ne peut avoir dans le hatha yoga avec le souffle. Après, le hatha yoga, plus doux ou pas, pour avoir travaillé avec beaucoup de sportifs de haut niveau, que ce soit en rugby, donc il y a eu des rugbyman qui sont passés avec moi, il y a hand, beach volley, tennis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, motocross, voilà. Je pense que ce que l'on fait dans les pratiques nata, alors c'est vrai que dans les cours, tout ça, j'y vais beaucoup plus doucement, mais ça peut être très violent. Voilà, donc là aussi au niveau violent, dans le sens où l'immobilité est beaucoup plus dure que le mouvement. Voilà, et c'est là où ça surprend les gens. Voilà, c'est-à-dire que dans l'immobilité des pratiques, c'est là où vous allez obtenir de la résistance, c'est là où vous allez obtenir de l'endurance, c'est là où vous allez obtenir aussi de l'intériorité et de la concentration. Voilà. Dès qu'on bouge, on perd tout ça. Mais dès qu'on ramène tous ces éléments-là, l'immobilité dans une posture, que l'on tient dans le temps, c'est chaud. Voilà. Surtout quand on pousse les souffles en plus. Donc ça, c'est le premier élément. Donc doux, pas doux, voilà, peu importe, voilà, on s'en fout un peu. Deuxième élément, c'est la femme enceinte. Alors, là, il y a un truc qui, dans la mesure où je ne suis pas en présence de mes profs, libérez-vous des profs. Voilà, faites-vous confiance à vous-même. Surtout une femme enceinte, c'est encore plus vrai pour les femmes enceintes. C'est pas le prof qui va pouvoir vous dire, c'est vous qui allez pouvoir vous dire. Je sais qu'en Inde, les femmes enceintes, elles font tout. Les postures sur le ventre, les postures sur la tête, les torsions, tout. Voilà, il n'y a pas de truc. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de blocage. Alors c'est vrai que nous en Occident, la femme enceinte, il faut la chouchouter, il faut faire attention, on a l'impression qu'elles sont malades. Non, non, vous n'êtes pas malade, mesdames. Voilà. Par contre, il y a une posture que vous ne sentez pas, vous ne la faites pas. C'est vous qui commandez, c'est vous qui sentez votre corps. Voilà, là on fait vraiment attention à ça. C'est la femme enceinte qui va définir ce qu'elle peut faire ou ce qu'elle ne peut pas faire. Voilà, même si c'est des peurs, on s'en fout. Voilà, je ne sens pas de me mettre sur le ventre parce que j'ai peur, alors que ici il ne pourrait rien avoir. Mais je fais, voilà, laisse tomber. Par expérience, je sais qu'il y a eu des femmes enceintes, dont une qui est venue au cours de yoga, qui a fait les cours de yoga. Donc le dernier cours de yoga, c'était à 18h30 qu'elle a fait. À 22h, elle était à la clinique pour accoucher. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire du yoga jusqu'au bout. Voilà, il ne faut pas avoir peur de tout ça. Les souffles, tout le travail des souffles, c'est ce qui va vous aider dans l'accouchement.
Voilà, voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour répondre à cette question sur les femmes enceintes. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez tout faire. Alors, par contre, petit point quand même, si vous n'avez jamais fait de yoga et que vous êtes enceinte depuis 3-4 mois, vous dites tiens, je vais faire du yoga, sincèrement, je pense que c'est un peu trop tard. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le travail des souffles qui n'est pas là, sauf si vous êtes une grande sportive, hein, où vous avez l'habitude, mais tout le travail des souffles n'a pas été travaillé. Si le corps n'a pas été travaillé, c'est encore plus difficile. Voilà, donc ce que je viens de dire, c'est pour des gens, des personnes, des femmes, donc, qui ont l'habitude de faire du yoga. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est un petit peu différent. Voilà. Alors, question de Marie-Pierre. Comme je pratique à la maison seule et souvent avec mes filles, et c'est moi qui mène la séance, j'ai donc des questions. Ouais, super, c'est bien de pratiquer avec les enfants. Quand on fait une posture, doit-on visualiser le centre d'énergie concerné? Ici, oui, où se situe-t-il? Sous quelle forme les visualiser? Alors, oui, dans une position, dans une posture, dans une pratique, il y a toujours ou quasiment toujours une visualisation à mettre en place. La visualisation la plus simple, la plus courante, c'est la visualisation dans l'axe. Donc on visualise la colonne vertébrale comme un tube qui part de la base de l'anus et qui monte jusqu'à la fontanelle, voire un petit peu plus haut si vous avez l'habitude. L'inspiration monte dans l'axe et l'expiration descend. Voilà, donc c'est tout simplement, c'est la visualisation la plus courante. Et en général, on rajoute sur ces souffles, si on fait les Basrika par exemple, soit à l'inspiration, Ham à l'expiration. Ensuite, c'est vrai que normalement, je précise les centres d'énergie sur lesquels on va travailler. Voilà. Donc, si on travaille sur un centre d'énergie, à ce moment-là, on visualise un cercle ou une sphère avec là aussi expansion à l'inspiration, rétraction à l'expiration. Et les rétentions, donc pendant la rétention, on va mettre les rétentions, donc inspiration, la tenue à plein. Et dans la tenue à plein, on sent que cette sphère qui a grandi, elle transpire. Voilà, comme si vous voyez la chaleur, par exemple, qui se dégage, quand il fait très chaud, la chaleur qui se dégage du goudron. Vous voyez, ça fait, voilà. Et bien là, c'est pareil. On inspire, et puis on sent toute cette chaleur qui continue, voilà, toute cette énergie qui continue voilà, continuer à se... Vous voyez ce que je veux dire. Et puis voilà. Et à l'expiration, on en revient. Et dans la tenue à vide, c'est comme tout était aspiré. Et on visualise, on ressent un point à l'intérieur qui est très vibrant. Voilà, c'est ça. Donc tout aspire et tout vibre à l'intérieur sur un point très, très précis à l'intérieur du centre d'énergie. Les centres d'énergie, on les visualise là aussi autour de l'axe. C'est-à-dire que vous allez visualiser, mais par contre, ouais, je visualise, mais hop, on va faire un petit truc parce que je vous montre des choses avec les mains, mais, voilà. Vous les visualisez, voilà, c'est mieux. Donc vous allez visualiser les centres d'énergie, donc sous la forme de... On va visualiser comme des donuts, vous voyez les trucs ronds là. Et puis vous avez l'axe, donc l'axe du corps énergétique qui transperce le centre d'énergie. Donc ça, vous les voyez dans le dos. Et le milieu, le centre du centre d'énergie, vous le ressentez au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Donc ça, c'est pour les centres d'énergie. Il est écrit qu'il vaut mieux commencer les postures par la base et finir par la gorge. Est-ce contre-indiqué de ne pas finir par la gorge? Alors non. On peut faire une séance où on va travailler que la base. Voilà. On peut travailler une séance, on va faire centre d'énergie de la base, centre d'énergie du pubis, centre d'énergie du ventre, et puis on va s'arrêter là. Ou une séance, on va faire le centre d'énergie de la base, centre d'énergie du cœur. On s'arrête là. Par exemple, ce qu'on a fait dernièrement. Voilà. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'on monte des centres d'énergie. Donc de la base, le pubis, le ventre, le cœur, la gorge et le front. On ne va pas faire la base, le cœur, le ventre, la gorge. Voilà. On est toujours dans un sens ascendant, dans le sens de l'énergie qui monte, qui transperce ces centres d'énergie. Donc on monte, on monte, on monte. Voilà. Alors, si vous vous plantez, c'est pas grave, hein. Donc il n'y a pas de contre-indication, il n'y aura pas mort d'homme, surtout sur des pratiques qu'on ne pousse pas trop.
Voilà, donc vous prenez, si vous plantez, ben c'est pas grave. Y a-t-il des postures pour le front? Alors les postures pour le front, on va retrouver les postures inversées. On peut retrouver la posture des mains aux pieds aussi. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a peu, enfin, on va dire toutes les postures travaillent sur tous les centres d'énergie. Mais c'est vrai que tout ce qui est postural va plus s'adresser au corps physique. Donc de la base jusqu'à la gorge. Et quand on part de la gorge, on va dire que c'est comme si on était sur un deuxième corps, un corps énergétique. Donc là aussi, souvent, on a des pratiques, on fait monter la base jusque dans la gorge, et là on repart sur d'autres pratiques. Ce qui veut dire que quand on va être dans le centre d'énergie du front, on va plutôt avoir des pratiques de concentration, de méditation. Voilà. Comment choisit-on de prononcer le mantra à l'expire ou à l'inspire? Comment choisit-on de prononcer les mantras à l'expire ou à l'inspire? Ben, les mantras que je vous donne, donc en général, je vous les donne avec les pratiques. Si vous êtes sur le compte, un 4-2 par exemple, ou un 2, tout ça, vous utilisez que le son Om. Om à l'inspire, Om pendant les tenues à plein, Om à l'expiration, Om pendant les tenues à vide. Si vous utilisez les bastricas, le soufflet, vous allez utiliser Ham à l'inspire, So à l'inspiration, Ham à l'expiration. En général, oui, c'est ça, peut-être ça la question. C'est-à-dire quand on parle de So, Ham, le premier bija, la première syllabe, c'est toujours l'inspiration, la deuxième, c'est l'expiration. So, inspiration, Ham, expiration. Ham, Ham, inspiration, Sa, expiration. Ram, Ksham, Ram à l'inspiration, Ksham à l'expiration. Om, Ram, Om à l'inspiration, Ram à l'expiration. Voilà pour vous donner un petit peu les idées. Ouais, je pense que c'est ce que Marie-Pierre a dû vouloir demander. 20 minutes, on va essayer je prends encore une question. Et puis voilà, je vais faire des vidéos courtes sur les questions-réponses. Ah, si, encore une question de Marie-Pierre. Y a-t-il aussi un manuel sur les postures et les pratiques de respiration? Bon, ben oui, là, rapidement, dans les commentaires, dans les descriptions de la vidéo, vous avez le livret que vous pouvez télécharger gratuitement avec tous les éléments dedans. Donc, d'autres questions de Lorraine. Je pratique depuis 2 ans et plus particulièrement le hatha. Ma difficulté côté posture se tourne vers les inversions et en ce moment plus précisément à cause d'une entorse à l'épaule. Ce qui me gêne pour certaines postures, mais l'envie est là, je travaille en conscience, mais j'ai quelques appréhensions. Merci de votre retour et conseils. Alors, donc ça c'est donc un problème. Alors, il y a ma difficulté côté posture tourne vers les inversions. Alors les inversions, donc je pense c'est les postures sur la tête, d'après ce que je pense ressentir. Donc Shirsasana, Kapalasana, le corbeau. Là, il n'y a que la pratique qui va t'aider à prendre ces postures. Donc, des fois, il vaut mieux commencer tout simplement par le corbeau. Je crois qu'on l'a déjà fait dans des séances précédentes. Sinon, il ne faut pas hésiter à me rappeler, je la referai. Voilà. Après, voilà, pour les inversions, ouais, après, voilà, ce sera un peu... Oui, c'est la peur de tomber de l'autre côté, tout ça. Bon, on verra ça dans d'autres vidéos, je vous expliquerai comment on fait pour le... Il faudrait que je fasse des vidéos détaillées sur, par exemple, la posture sur la tête, ou le corbeau. Ce qui me gêne pour certaines postures, ah oui, problème de l'épaule. Alors, si vous avez un problème physique, prenez le temps de réparer. C'est pas la peine de vous dire « Ah, j'ai un problème, il faut que je travaille dessus, j'ai forcé ». Vous allez laisser le corps se réparer. Accepter que il y a eu un problème, il y a une entorse, un truc comme ça, et en attendant, ça ne peut pas marcher. Souvent, c'est les problèmes de genoux, les problèmes d'entorse. J'ai un problème de genou, je ne peux pas prendre l'assise, qu'est-ce que je fais? Je tends ma jambe, voilà, bon, vous l'avez pas en vidéo à peu près, donc je tends ma jambe et simplement, je continue mes souffles comme ça. Voilà. Donc, premier point, par rapport aux blessures, il n'y a quasiment aucune blessure qui va vous empêcher de pratiquer. Voilà, vous arriverez toujours à trouver des pratiques que vous pourrez faire en étant blessé.
Même à l'hôpital, vous pouvez faire des souffles, vous êtes allongé dans votre lit, vous pouvez faire des souffles. Il y a des concentrations, il y a des visualisations, il y a des méditations, il y a les travail des drishtis, il y a plein de choses à faire. Voilà. Donc, je suis blessé, ce n'est pas une excuse pour ne pas pratiquer. Par contre, je suis blessé, je ne vais pas aller dans le sens où je vais encore me faire plus mal. Non, ça ne passe pas, vous vous calmez, je ne force pas dessus. À partir du moment où c'est consolidé, par contre, c'est là où il y a un point qui est intéressant de ce que tu dis. Je travaille en conscience, mais j'ai quelques appréhensions. Voilà, quand on s'est blessé, souvent, ce qui reste, c'est la peur de la blessure. Et là, la seule façon d'y aller, de se défaire de cette peur, c'est d'y aller, d'aller dans la pratique, voilà, de pratiquer. Donc, j'ai mal au genou, qu'est-ce que je fais? Je me suis fait mal, je prends, voilà, je prends un bol, ou un coussin, parce que moi j'ai que le bol, hop, je plie quand même mon genou, je force pas, je ne force pas trop, mais je plie. Et tout doucement, je vais prendre confiance en moi, prendre conscience que ça passe, et à un moment donné, ça va lâcher. Si vous ne travaillez jamais sur une blessure qui est consolidée, ça va se cristalliser, ça va se bloquer encore plus. Donc, toujours, une fois que la blessure est guérie, eh bien, à travailler dessus. Ne vous bloquez pas par rapport à ça. Voilà. Alors, allez, une dernière question de Gilberte. J'aime beaucoup au niveau de la... Alors, au niveau de la respiration. Pour la respiration complète, j'ai compris que l'inspiration se faisait d'abord ventre, thorax, puis gorge. À l'expiration, l'inverse. D'abord gorge, thorax, puis ventre. Existe-t-il une respiration yoga où c'est l'inverse, c'est-à-dire à l'inspiration, c'est la gorge? Voilà, désolé, je ne comprends pas trop, Gilbert, ta question. En fait, voilà, bon, pour revenir, ce que l'on pratique dans le yoga, c'est la respiration. Quand je vous indique la respiration complète, l'inspiration, c'est le ventre. Et après, la poitrine. 60-70% de l'inspiration se fait par le ventre. 30-40% de la fin de l'inspiration se fait par la poitrine. Et à l'expiration, c'est l'inverse. C'est d'abord la poitrine qui se vide, à peu près 60%, et 40% par le ventre. Donc l'inspiration, ventre, poitrine. L'expiration, poitrine, ventre. Je sais a priori qu'il y a d'autres, dans certaines pratiques, qui font l'inverse. Par exemple, je crois que c'est dans le Pilate, où ils inspirent beaucoup par la poitrine. Là aussi, essayez de comprendre pourquoi. Voilà. C'est certainement parce qu'il y a un aspect déblocage au niveau des côtes ou des trucs comme ça, mais ce n'est pas la respiration naturelle. L'aspiration naturelle, la respiration spontanée, c'est la respiration des bébés. Regardez un bébé, il va respirer par le ventre. Voilà, il va pas respirer par la cage thoracique. Ça, c'est les gros bébés, comment on ne sait pas, ceux qui faisaient du sport à une époque, là. Tout était dans la poitrine. Voilà, c'est pas ça qu'on va rechercher. Hein. C'est vraiment ventre, poitrine, ventre. Si vous voulez, il y a des Blandine Calais-Germain, voilà, donc c'est une dame qui a fait des livres sur la physiologie et qui montre vraiment cet aspect mécanique. C'est-à-dire quand je vous parle de l'inspiration à la ventre, la poitrine vers le ventre, on suit simplement un aspect mécanique. Il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste la mécanique du corps. Voilà, c'est tout. Donc, voilà pour cette question. Donc, ce qu'on va faire pour aujourd'hui, hop. On va s'arrêter là sur ce petit question-réponse. Voilà, ça fait une demi-heure. Je ne voulais pas dépasser 20 minutes. On en est qu'à déjà une demi-heure, ça passe vite. Voilà, ça me permet donc ces petits trucs de délayer un petit peu, d'expliquer un petit peu mieux donc, par rapport à vos questions, que le faire par écrit, c'est un peu chiant. Voilà. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des vidéos les questions que vous posez, les pratiques que vous avez envie de voir, peu importe, voilà, j'essaierai d'y répondre, soit directement dans les commentaires, si c'est assez rapide, soit ce que je vais faire des petites vidéos comme ce qu'on vient de voir là.
Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne aussi un grand merci à tous ceux qui participent, qui m'aident, voilà, qui participent aussi bien financièrement que dans le fait de diffuser cette chaîne. Voilà, un grand merci. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao!